partenaire à PCSE Physiofirme. Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors, comment se servir des 3 consultations annuelles pour mener à bien des négociations? Sachant que la négociation, normalement, c'est dévolu aux délégués syndicaux. Oui. Alors, l'enjeu de l'articulation entre les consultations et les négociations, c'est qu'on n'a pas toujours les mêmes interlocuteurs nécessairement en face des directions. Vous pouvez avoir des délégués syndicaux qui vont signer les accords qui sont proposés ou pas, les signer, mais en tout cas les négocier, et des élus. Et ça ne se recoupe pas forcément à chaque fois. Donc il faut qu'il y ait une articulation et un travail d'équipe à ce niveau-là. Et la loi laisse un terrain possible de négociation pour régler ce qu'on appelle l'agenda social, c'est-à-dire signer des accords qui portent sur l'agenda social, mais elle ne précise pas quand doivent avoir lieu les négociations ou les consultations. Donc, si on fait un bref rappel, au niveau des négociations, vous avez des négociations annuelles qui sont obligatoires. La négociation sur les rémunérations, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, ce qu'on appelait les NAO, la négociation classique NAO. On a également la négociation QVT, égalité professionnelle, qui est obligatoire de façon annuelle. Et ensuite, pour les plus de 300 salariés, vous avez la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, qui est censée être menée tous les 3 ans. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Oui, anciennement GPEC, qui est devenue GEPP. Et celle-ci, par contre, c'est vrai que c'est une obligation sur le papier, mais c'est très rare que les entreprises la mènent, et on a très peu d'accords GEPP. En fait. Là-dessus, il faut être vigilant, parce qu'un accord GEPP peut arriver en substitution de quelque chose qui pourrait s'apparenter à un plan de sauvegarde de l'emploi. Je l'ai déjà vu dans une entreprise où on s'est servi, c'était à l'époque la GPEC, d'un accord GPEC pour transformer un PSE. Oui. Donc là, il faut être vigilant quand on est consulté là-dessus. Oui, il y a un point vraiment de vigilance important lorsqu'on vous propose un accord GPEC ou maintenant GEPP sur tout ce qui est mobilité professionnelle, évolution des carrières, qui n'est pas justement cette substitution à un PSE. De la même façon que si vous avez des départs importants au niveau des effectifs, vous êtes censé être informé régulièrement, notamment pour les entreprises de plus de 300 salariés. Et il faut être vraiment vigilant sur ces indicateurs-là. Alors, l'articulation et les consultations, c'est que on sait que vous devez être consulté tous les ans sur les 3 consultations annuelles, économiques, sociales et stratégiques. Par contre, la loi ne précise pas à quel moment. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les bonnes pratiques, ce serait de pouvoir vous servir de ces consultations avec l'appui d'un expert ou pas, mais avec l'appui d'un expert, c'est pour vous permettre d'avoir vraiment des billes, on va dire des arguments, pour pouvoir mener au mieux les négociations qui sont à mener ensuite en conséquence. Donc, si je prends un exemple, avoir la consultation économique et financière qui soit prévue avant les NAO, avant la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Ce qu'on appelle partage de la valeur ajoutée, il faut que vous ayez en tête que c'est l'intéressement et la participation en majorité qui sont évoqués à ce moment-là. Pourquoi ? Et en fait, c'est assez naturel comme logique, mais ce qui est difficile, c'est de l'obtenir dans l'entreprise. La logique, c'est de se dire, avant de négocier quelque chose au niveau des NAO, il faut être au courant de la situation, de la santé économique de mon entreprise. Est-ce qu'on a des marges de manœuvre financières ? Et ensuite, il faut pouvoir cibler les thèmes de négociation par rapport à la politique sociale. Une fois qu'on a ces 2 éléments-là, c'est-à-dire la consultation économique et la politique sociale, et qu'on a été accompagné sur ces diagnostics, on est mieux armé pour mener les négociations qu'on a à mener au niveau des salaires, des rémunérations ou d'autres sujets sociaux. Oui, c'est-à-dire qu'on ne va pas à NAO, la fleur au fusil, demander 10% d'augmentation quand l'entreprise est en déficit, quoi, oui. Pour faire court. Et dans une liasse fiscale, on ne voit pas forcément, d'abord parce qu'on n'est pas expert comptable, ça c'est la première des raisons, mais on ne voit pas forcément la réalité. On voit la réalité comptable, mais pas la réalité de la trésorerie de l'entreprise. Et il faut beaucoup d'éléments pour arriver à avoir une négociation NAO qui soit cohérente. Parce que ça ne s'invente pas une négociation NAO. On n'est pas simplement en revendication, augmentation de salaire. Il y a quelques fois où ce n'est pas possible, et il y a quelques fois où le patron propose des choses qui sont de l'ordre de l'aumône par rapport aux dividendes qu'il a ramenés à l'actionnaire.
Oui, et malheureusement, on a souvent l'argument massu qui revient au niveau des directions, qui est de dire mais nous n'avons pas de marge de manœuvre financière. On aimerait bien vous accorder plus d'enveloppe sur tel sujet de revendication ou tel autre, mais nous n'avons pas les marges de manœuvre financières pour le faire. Un des rôles, on va dire, de l'expertise, c'est de vous accompagner sur la consultation économique et financière pour pouvoir vraiment donner un diagnostic des marges de manœuvre économiques et financières. Est-ce qu'au niveau de l'endettement, où vous vous situez en termes d'endettement, en termes de financement, au-delà du résultat de l'année en cours, on va dire, il y a aussi tout ce qui constitue la santé économique et financière sur le long terme de votre entreprise. Donc ça, c'est le rôle de l'expertise économique. Ensuite, vous avez aussi la politique sociale qui va vous permettre de cibler les points de difficulté ou les points de progrès, que ce soit en termes d'emploi. Est-ce qu'on fait trop appel à l'intérim ou pas? Est-ce qu'on pourrait prévoir d'embaucher plus de CDI sur tel ou tel métier? Mais aussi en termes de rémunération. Ça fait partie des sujets qui sont travaillés, on va dire, au niveau de la politique sociale. Donc, comprenez bien que si vous avez à la fois une vision précise de votre santé économique, des marges de manœuvre économiques et des points à défendre et à développer au niveau social, vous allez arriver en phase de négociation mieux armé, on va dire, et c'est le but des expertises et des consultations annuelles. Mais il faut bien sûr qu'en termes de timing, elle se situe avant. Donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir négocier avec votre employeur un agenda social où vous prévoyez que la consultation sur la situation économique ait lieu avant la négociation sur les NAO et avant la négociation sur la QVT. Alors, expliquez-nous comment on arrive matin en réunion CSE et on dit, voilà, point à l'ordre du jour, négociation de l'agenda social. Est-ce que l'employeur, il va dire, bah oui, tout de suite, évidemment, on va le négocier. Ou est-ce que ça peut coincer parce qu'il n'a pas du tout envie que le timing corresponde à ce que vous venez de nous expliquer? Oui, c'est sûr que là, on est sur un sujet de négociation. Donc, comme tous les sujets de négociation, ça fait partie des rapports de force qu'il peut y avoir entre les élus, voire les délégués syndicaux, les organisations syndicales et l'employeur. Là où il peut s'y retrouver, il y a tout un travail d'argumentation aussi à faire, dans le sens où lui-même, quand il n'est pas au courant du timing, du calendrier des consultations annuelles, ça peut représenter un travail très important pour ces équipes de répondre aux demandes d'information de l'expert, d'actualiser la BDES, de faire tous ces éléments-là à un moment donné. S'il est en capacité de planifier ces choses-là, il peut doser la charge de travail, on va dire, sur l'année et voir venir ces différents pics de charge de travail en lien avec le dialogue social. Déjà, s'il met sa base de données économique, sociale, environnementale à jour en temps réel, il va économiser du temps. C'est le premier des points. Oui. Après, pour les autres, il y avait des consultations obligatoires avec des dates précédentes. Par exemple, je me souviens, si je ne me trompe pas, que la consultation sur la formation professionnelle, c'était en octobre. Oui. On peut essayer de garder ce schéma en disant, voilà, le schéma qui existait, vous y étiez bien plié avant, pourquoi vous n'y plieriez pas maintenant? Oui, et en fait, dans les faits, c'est ce qu'on observe. C'est-à-dire que pour la plupart des entreprises, elles gardent à peu près le rythme d'agenda social qu'elles avaient avant. Le problème, c'est que c'est pas toujours on n'est pas toujours sur un optimum pour les élus en termes de négociation, si au final les négociations interviennent avant octobre par exemple. Si on a des négociations sur les NAO, sur la QVT qui interviennent avant la consultation d'octobre sur la politique sociale, pour nous c'est pas l'idéal. Donc il faudrait arriver à négocier avec l'employeur, que ça se fasse en amont de ces négociations-là. Donc on peut imaginer, peut-être que vous l'avez d'ailleurs, et si vous l'avez, je mettrai l'adresse, un agenda social type idéal en entreprise qu'on peut communiquer à ceux qui nous regardent. Oui, tout à fait. Dans les grandes lignes, par rapport aux négociations, aux 3 négociations dont on a parlé, NAO, QVT, égalité professionnelle, et puis GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels, il faudrait que les consultations économiques et sociales aient eu lieu avant la NAO et la QVT, ce qui sont des négociations annuelles obligatoires, et ensuite que les orientations stratégiques aient lieu avant la gestion des emplois et des parcours professionnels. Puisqu'en fait, les orientations stratégiques, une des différences et des particularités par rapport aux 2 autres, c'est qu'elles portent justement sur l'avenir, sur la prospective à 3 ans, à 5 ans, de la formation professionnelle, des résultats de l'entreprise, des investissements, de tous ces éléments-là.
Encore une fois, on ne tombe pas dans le panneau de l'employeur qui va vous dire « Mais comment je fais pour savoir ce qui va se passer dans 3 ans dans l'entreprise ?» Mon Dieu, il peut s'en passer des choses. Il peut y avoir encore le Covid, alors qu'il donne des perspectives à 3 ans, 5 ans à ses actionnaires, à son banquier. Donc, il doit pouvoir vous les donner à vous aussi. Donc, je pense que ça aussi, c'est important et que Oui. l'agenda social, on peut résister à cet argument de l'employeur qui dit « Mais Oui. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, ce qui va se passer dans 3 ans dans la boîte ?» Ben oui, ben tu le sais, tu en as parlé à l'actionnaire et tu en as parlé au banquier, donc tu dois pouvoir nous en parler. Toute gestion d'entreprise nécessite de se projeter et de manière chiffrée dans le temps. Donc ce n'est pas un argument qui est... C'est un argument de mauvaise foi, on va dire, des employeurs, mais il faut vraiment demander à avoir ces éléments-là. Oui, une TPE, une toute petite entreprise, ça se comprend. Une entreprise qui a au moins 50 salariés, puisque c'est à vous qu'on parle, vous avez des représentants du personnel, ça s'entend beaucoup moins. Merci Stéphane. Merci.